Bon, alors donc, merci d'avoir accepté de faire cette séance d'initiation à la phénoménologie. Donc, l'intervenant d'aujourd'hui, c'est Florian Forestier, qui est docteur en philosophie, avec une thèse sur le réel et le transcendantal, c'est ça? Je ne sais plus. Oui, Qui est conservateur la à la Bibliothèque BNF. nationale en France, Ouais, à Paris, mais actuellement réfugié en Suisse. voilà, son pays natal. Et aussi consultant, écrivain aussi. Donc voilà, il y a plein de débouchés à une thèse de philosophie, en fait. Oui, la réalité est un peu plus complexe que la narration, mais oui, merci beaucoup. Bon, voilà, tu peux y aller. Bon, euh, alors, je suis moi-même un peu défroqué en phénoménologie. C'est-à-dire, j'ai consacré mes premiers travaux, je commence à prendre un certain recul, pas forcément par rapport à ce qu'on peut faire avec la phénoménologie, mais par rapport à la tradition historique qu'est la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est quelque chose dont vous avez dû entendre déjà beaucoup parler, et ça peut sembler d'autant plus vague que le mot revient énormément dans l'histoire de la philosophie. Le mot phénoménologie même apparaît avant qu'il y ait une tradition qui s'intitule phénoménologie. Le mot phénoménologie, on le voit apparaître dès Kant, on le voit apparaître dans l'œuvre de Hegel, donc il ne faut pas confondre toutes ces acceptions-là. Quand on parle de phénoménologie, on parle vraiment d'un courant qui apparaît au XXe siècle, au début du XXe siècle, dont l'initiateur principal est un philosophe qui s'appelle Husserl et qui a ensuite une très très grande influence sur tout le XXe siècle. Alors j'ai essayé sur le modèle des tableaux qu'avait fait Florian de faire un petit récapitulatif, sachant il y a déjà beaucoup trop de visages sur cette slide, mais ce n'est que partiel. Donc le principe, celui qui a utilisé le mot phénoménologie pour vraiment instituer un courant, c'est Edmund Husserl, dont on va pas mal parler aujourd'hui. Husserl est influencé par un certain nombre de philosophes, alors je vais y revenir. Alors il est influencé directement par un autre philosophe qui était son professeur, qui s'appelle Brentano, qui est moins connu, donc j'en dirai quelques mots, parce que ça permet de comprendre comment on est arrivé à la phénoménologie. Ça permet de comprendre, je vais y revenir tout à l'heure, qu'on est arrivé à la phénoménologie par des questions qui semblent extrêmement différentes de ce que la phénoménologie est devenue après. Que la phénoménologie, au départ, ça s'est apparu pour être une épistémologie, pour répondre à des questions qui étaient à la fois des questions de psychologie scientifique et des questions de fondement des mathématiques. Ensuite, ça s'est transformé, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Vous avez le maître direct de Husserl, c'est ce philosophe qui est Brentano, et les deux grandes influences plus lointaines, ce sont, là aussi je vais y revenir brièvement, celle de Kant et celle de Descartes, surtout. Alors, si on simplifie vraiment, Husserl, c'est avant tout un héritier de Descartes, qui a voulu reprendre le projet de la philosophie cartésienne, qui a voulu le mener à terme en considérant que Descartes avait posé un certain nombre de bases, mais que la philosophie cartésienne n'était pas complète parce qu'elle souffrait d'un certain nombre de confusions conceptuelles, et qu'il fallait donc reprendre et éclairer les concepts qu'avait utilisé Descartes, celui de conscience, celui de philosophie première, etc. Donc, Husserl, la phénoménologie est associée au nom de Husserl et aussi à celui de Heidegger. Heidegger, qui était à la fois le meilleur élève de Husserl, son assistant et son meilleur traître, c'est-à-dire celui qui a fait prendre à la phénoménologie un chemin qui a été totalement différent de celui que Husserl voulait lui faire prendre. Pour faire simple, je vais y revenir ensuite, Husserl est un philosophe très classique, dont le projet est un projet de fondement de la connaissance. C'est le projet cartésien, de l'arbre de la connaissance, de constituer une métaphysique qui permette de donner des racines à l'ensemble de la connaissance, d'élaborer un véritable système de la connaissance à partir d'une philosophie qui soit une philosophie première. Donc c'est vraiment une philosophie très classique. Heidegger va totalement réorienter ce projet en faisant passer la phénoménologie d'une philosophie de la connaissance cherchant à réconcilier la science et la façon dont la pensée accède à la science, à quelque chose de tout autre, qui devient une philosophie de l'existence, qui devient une philosophie de l'être jeté, qui devient une philosophie
de la remise en cause du regard scientifique et de la manière dont la science capture et représente le monde. Et c'est cette variation-là qui est intéressante à comprendre, de savoir comment, d'un projet très classique de refondation, on arrive en réalité à une rupture. Donc, on a les deux fondateurs, Husserl et Heidegger, et ensuite vous avez énormément de projets différents qui vont s'appeler phénoménologie, au point qu'au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment de quoi on parle, parce que ce soit chez Husserl, surtout chez Husserl, mais aussi chez Heidegger, il y a un sens assez défini. Je vais y revenir tout à l'heure, mais un projet, une philosophie s'appelle phénoménologie à partir du moment où elle répond à certaines conditions bien précises, chez Husserl surtout. Tous les philosophes qui vont ensuite se revendiquer de la phénoménologie vont le faire à leur sauce, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment extrêmement diversifié. Alors, parmi les héritiers, évidemment, parmi les plus connus, et là, Florian Kova vous en a déjà parlé, sous l'angle de l'existentialisme, vous avez Sartre en France. Les deux grands héritiers initiaux en France, ce sont Sartre et Merleau-Ponty. Alors, sur le document, je n'ai mis que les héritiers dans la zone française, hein, mais vous avez aussi une pollinisation de la phénoménologie ailleurs, en Allemagne évidemment, vous l'avez aussi dans le monde anglo-saxon, et vous l'avez dans beaucoup de disciplines. La phénoménologie a influencé énormément de disciplines. Elle a influencé la sociologie, elle a influencé l'anthropologie, elle a influencé les sciences cognitives, et c'est un peu son paradoxe, elle a influencé énormément de projets qui ont voulu remettre en cause la phénoménologie. Comme si tout ce que la phénoménologie avait pu produire, entre guillemets, d'utile, tout ce que la phénoménologie a pu produire, qui a pu avoir une postérité, s'est ensuite développé contre la phénoménologie. Alors, donc vous avez plusieurs générations, vous avez donc Sartre, Merleau-Ponty que vous connaissez sûrement, Lévinas dont vous avez dû entendre parler. Vous avez d'autres philosophes dont vraiment, je dirais un mot très très brièvement, philosophe Michel Henry, Derrida, puis plus tard une génération actuelle ou en train de laisser la main à son tour avec Jean-Luc Marion qui est professeur à la Sorbonne, Marc Richir qui est mort récemment. Alors ça c'est simplement pour vous donner des noms, hein. Et sachant que tous ces auteurs n'ont pas repris le projet initial mais ont à chaque fois voulu faire quelque chose d'assez différent. Alors pour revenir vraiment maintenant à l'origine de la phénoménologie. Alors comme je le disais, les inspirateurs lointains, c'est d'abord Descartes. Husserl partage vraiment le projet de Descartes, c'est-à-dire partir à la recherche d'un fondement de la connaissance et chercher ce fondement dans la conscience en tant qu'elle est pensante. On peut vraiment dire que ce que fait la phénoménologie pour Husserl, en tout cas, c'est revenir à la question de Descartes du cogito ergo sum, pour se demander, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le cogito? Comment ça fonctionne? Passer de la formule abstraite de Descartes, cogito, à une explicitation qui essaie de comprendre concrètement ce que ça veut dire cogito ergo sum. Donc, c'est une méthode qui s'inspire aussi de Descartes, de la façon dont Descartes remet en doute tout ce qui apparaît à la conscience. Alors, comme on va le voir, pas exactement de la même façon, mais avec vraiment cette même option méthodologique de partir de la mise en suspens. Et chez Descartes aussi, Husserl reprend le thème de l'évidence. Chez Husserl, chez Descartes, c'était les idées claires et distinctes. L'évidence comme critère de la vérité. Là encore, avec une réécriture. Ce que Husserl va essayer de faire, c'est de se demander, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que l'évidence? On parle de l'évidence comme si l'idée d'évidence était en elle-même claire et distincte. Ben, finalement, elle ne l'est pas. Donc, il faut expliciter l'idée même de l'évidence, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évidence, essayer de rentrer dans la concrétude, excusez-moi de ce terme barbare, de ce qu'est l'évidence. Comprendre, non plus simplement abstraitement, mais comprendre d'une certaine manière comment une idée peut s'imposer à la conscience et en lui apparaissant, imposer directement sa légitimité. Deuxième inspirateur, parmi beaucoup d'autres, c'est Kant, parce que Husserl va reprendre de Kant un projet qui est le projet d'une philosophie transcendantale. Alors, il reprend le terme transcendantal, il le fait un peu changer de sens, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on parle de philosophie transcendantale quand on parle d'une philosophie qui interroge les conditions de possibilité a priori de la connaissance des objets. Ça veut dire qu'on ne considère pas l'objet en soi, mais on considère toujours l'objet dans son rapport à la conscience qui va le connaître.
C'est la manière, c'est cette combinaison un peu compliquée entre la pensée cartésienne et la pensée kantienne que Husserl va vouloir faire. Et en particulier, parmi les nombreux thèmes que Husserl, mais pas que, vont reprendre chez Kant, c'est la réflexion sur la temporalité, sur l'importance de comprendre ce qu'est le temps, quelle est la structure du temps. Le temps comme forme de la conscience intime du temps. Parce que c'est quelque chose, comment, disons, remettre dans le temps l'ego cartésien. Comment concilier la conscience telle que la thématise Descartes avec la temporalité d'une conscience vécue. Ça, ce sont les origines lointaines. Maintenant, pour les origines plus proches, il y a la phénoménologie l'idée de phénoménologie, en fait, elle est héritière de deux grands courants de questions qui traversent tout le 19e siècle et qui deviennent extrêmement tendus à la fin du 19e siècle, et c'est précisément au moment où Husserl en est à sa période de formation. D'une part, c'est l'émergence de la psychologie comme science. Le fait que tout au long du 19e siècle, on va commencer à considérer que la psychologie peut être une science, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la conscience, non plus simplement la conscience d'un point de vue métaphysique, mais la conscience du point de vue de son fonctionnement, c'est-à-dire tous les phénomènes mentaux peuvent être l'objet d'une connaissance qui soit une connaissance précise, qu'il n'y a pas qu'une connaissance indirecte, qu'il n'y a pas qu'une approche indirecte qui soit celle de l'art, qui soit celle de la littérature, mais qu'on peut vraiment constituer une science des phénomènes mentaux. Et ça, c'est une rupture parce que au début du 19e siècle, disons, c'est ce que disait Kant qui prévalait. Kant disait, tant qu'on ne peut pas mathématiser, tant qu'on ne peut pas trouver dans un domaine, on ne peut pas en faire la science. Il y a de science proprement parlée, donc il y a de connaissances qui puissent... Alors je vois que ma connexion Internet est instable. Vous m'entendez tous ? Oui, on t'entend. Ça a juste coupé ouais, c'est un peu coupé. la mathématisation, mais sinon ça va. C'est un peu haché, non ? Ouais, un petit peu, mais ça va. Il faut que je parle plus lentement, du coup, ou c'est... Je pense que c'est... N'hésitez pas à lever la main quand ça devient haché pour que je puisse... D'accord, je te ferai signe s'il y a un problème, si on ne comprend pas une phrase. Il y a cet arrière-plan où Kant dit, finalement, la plupart des penseurs et même des scientifiques se rattachent à ça. Tant qu'on ne peut pas trouver un contenu mathématique dans un domaine, on ne peut pas considérer que c'est de la connaissance scientifique. Or, à l'époque, d'après Kant, tout ce qui est phénomènes mentaux, tout ce qui est phénomènes psychiques ne peut pas être soumis à une approche mathématique, donc on ne peut pas le connaître. Or, vous avez un certain nombre de chercheurs, dont le premier Herbart, qui remarque qu'on peut appliquer des méthodes, entre guillemets, quantitatives à la conscience, c'est-à-dire qu'on peut commencer à développer une approche qui soit une approche mathématique, ou en tout cas proto-mathématique de la conscience. On peut se poser des questions comme combien de représentations peuvent cohabiter en même temps dans une conscience. On peut se demander quel est le différentiel temporel minimum que nous percevons, c'est-à-dire à quelles conditions deux phénomènes vont être perçus comme simultanés, à quelles conditions ils vont être perçus comme successifs. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on peut chiffrer. On peut chiffrer le temps que reste un souvenir comme souvenir immédiat, comme la résonance. Donc, il est possible, en effet, de développer vraiment une connaissance chiffrée de la conscience, donc de développer la psychologie comme science, d'entrer dans la fabrique de la conscience en tant que telle, donc de considérer la conscience comme quelque chose de concret et pas simplement comme un objet abstrait métaphysique. Alors c'est un programme poursuivi par beaucoup d'auteurs, par Fechner, Helmholtz, Marx, etc., Mach, etc. Et ça influence évidemment en retour aussi des philosophes. Vous avez un philosophe qui s'appelle Franz Brentano, qui est plutôt aristotélicien, c'est-à-dire réaliste, qui veut, à partir de cette idée de psychologie qui commence à se développer, à la fois fonder la psychologie, disons, constituer vraiment, en faire une science sérieuse, mais en même temps, réciproquement, à partir de cette psychologie, fonder véritablement la philosophie, comme philosophie réaliste, en disant, puisque on peut développer une science vraiment concrète, réelle du fonctionnement de la conscience, mais on va reprendre la philosophie à partir de cette compréhension, cette fois concrète et intérieure de la conscience. Et c'est Brentano qui développe l'idée d'intentionnalité. Entre guillemets, une bonne partie des concepts qui vont être ceux de Husserl, des questions qui sont celles de Husserl, sont déjà chez Brentano. Husserl va juste en faire
ont changé d'interprétation. Mais vous voyez, le premier mécanisme, c'est ça, c'est la psychologie qui devient une science et les effets en retour de cette science psychologique sur la philosophie. Deuxième mouvement, c'est la question des fondements des mathématiques. Dès le début du 19e siècle, les mathématiciens se rendent compte qu'un certain nombre d'intuitions qui étaient tenues pour évidence doivent en réalité être justifiées ou fondées. On doit démontrer des choses qu'on ne jugeait pas utile de démontrer avant. Alors, vous savez, des concepts comme les concepts de continuité d'une fonction. On se rend compte qu'on doit en donner une définition précise. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de concept ou pas, si on fait un bac S, oui. Le concept de dérivabilité, de la même manière, on se rend compte qu'on doit construire des définitions mathématiques précises de ces concepts, de la même manière, le concept de nombre réel, etc. Donc, que les mathématiques ne peuvent plus se baser sur l'intuition. Et une fois qu'on commence à faire ça, à remettre en cause... Oui Florian, tu n'as pas branché ton micro. Je t'ai perdu à une fois qu'on commence. Tu m'as perdu, c'est-à-dire La phrase commençait par une fois qu'on commence. Et il n'y avait plus de son Ouais, enfin peut-être de mon côté, mais peut-être que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Une fois qu'on commence au niveau des mathématiques à remettre en cause ces espèces d'intuitions, ces choses qu'on considérait comme données, en réalité, on remet en cause beaucoup de ce qui est constitué des mathématiques. Parce que, à la limite, des concepts comme la continuité, comme la dérivabilité, ce n'est pas encore trop structurant. Mais quand on commence à se demander mais comment définir vraiment, rigoureusement, le nombre réel, le nombre entier, on commence à poser des questions qui sont beaucoup plus inquiétantes pour les mathématiques. Et quand on commence à se demander, mais finalement, ce qu'on tenait pour les postulats fondamentaux, les postulats d'Euclide, si on essayait d'élaborer une géométrie qui ne les respecte pas, est-ce que ça serait cohérent? On se rend compte que c'est possible, qu'on peut élaborer des géométries qui ne respectent pas le cinquième postulat d'Euclide. Donc les droites parallèles, deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles. On se rend compte que le concept d'infini lui-même peut être mathématiquement élaboré, qu'on peut dire qu'il y a différents niveaux d'infinité, donc qu'il y a des gradations dans l'infini. Et toutes ces questions-là, en réalité, amènent une véritable inquiétude, qui est à la fois une inquiétude métaphysique et une inquiétude méthodologique au sein des mathématiques, parce que les mathématiques, finalement, ne sont plus sûres de leur fondement. À partir du moment où on peut élaborer des théories différentes, où on peut élaborer, on ne sait absolument plus sur quoi baser les mathématiques. Et cette crise des fondements, elle aboutit au projet de refonder les mathématiques à partir de bases axiomatiques sûres et à partir d'un éclaircissement des concepts mathématiques fondamentaux, et en particulier le concept de nombre. Et c'est là, en fait, où ces deux projets vont se rencontrer. Le projet psychologique et le projet de fondement des mathématiques vont se rencontrer parce qu'un certain nombre de chercheurs et mathématiciens et psychologues vont essayer de prendre la psychologie, c'est-à-dire la manière dont on pense et la manière dont l'esprit conçoit abstrait et abstrait pour en arriver à des idées comme celle de nombre, essayer de se servir de ce fil conducteur de la psychologie scientifique justement pour aider à résoudre les problèmes de la crise des fondements des mathématiques. Et c'est vraiment dans cet héritage-là que Husserl se situe. Parce que pour revenir vraiment maintenant à Husserl lui-même. Alors Husserl, donc 1859-1938, donc né dans l'Empire austro-hongrois, actuelle République tchèque. Il étudie d'abord l'astronomie, les mathématiques. C'est un mathématicien de formation. Il étudie la philosophie en même temps, mais c'est un mathématicien de formation et un mathématicien qui a pratiqué. Il est l'assistant de Karl Weierstrass. Il a vraiment une pratique mathématique et en même temps, il est l'élève en mathématiques de mathématiciens, Weierstrass, Kronecker, qui sont eux-mêmes impliqués dans ces réflexions sur les fondements. Et en même temps, il suit en philosophie et en psychologie les cours de Brentano. Et donc, il va vraiment, à partir de ce double héritage, s'atteler à cette question. La première question, c'est comment l'esprit accède et pose le concept de nombre. Ses premiers travaux sont consacrés à ça. Son premier livre, c'est La philosophie de l'arithmétique. C'est un livre qui n'est pas encore considéré comme de la phénoménologie à proprement parler. C'est un livre de recherche qui est encore très, très ancré dans des concepts psychologiques qui le précèdent. C'est un livre qui va être étrillé par un autre philosophe et mathématicien qui est Frege. On dit souvent que c'est à cause de la critique que Frege, je vais y revenir, va apporter aux premiers travaux de Husserl, que Husserl
en retour, réfléchissant à la manière de refonder les concepts qu'il avait utilisés, va inventer la phénoménologie, va développer la phénoménologie. Je vais y revenir. Donc, en tout cas, vous avez ces premiers travaux. Puis ensuite, vous avez, en 1900, les 6 recherches logiques qui sont vraiment le moment où quelque chose comme la phénoménologie est posé. C'est là où Husserl commence vraiment à utiliser le terme. C'est là où il en décrit la méthode. C'est là où il en fait les analyses principales. Et puis ensuite, ça évolue. Sachant que Husserl écrivait tout le temps. Donc, il a publié pas mal et il a écrit et pas publié encore plus, plus de 30 000 pages. Il y a toute une série d'archives. Les plus importantes sont à l'université de Leuven en Belgique, et vous en avez aussi à Cologne, vous en avez aussi à Bonn, je crois. Il écrit énormément et il évolue énormément. Donc, il écrit énormément à la fois sur toutes sortes de thèmes, des analyses sur la conscience du temps, sur la conscience de l'espace, sur l'intersubjectivité, et à la fois il écrit des ouvrages très généraux. Donc les méditations cartésiennes, logique formelle et transcendantale, etc. On peut dire qu'il y a 3, je simplifie, qu'il y a 3 grandes phases. Et que si on comprend ces 3 grandes phases, en fait, on comprend ce qu'a voulu faire la phénoménologie, comment elle a été amenée à changer et comment elle a été amenée à se transformer complètement. Donc, la première phase des recherches logiques, la phénoménologie, c'est vraiment une philosophie de la connaissance. Et ce que Husserl veut comprendre, veut essayer de faire, c'est comprendre comment l'esprit est capable d'accéder au concept mathématique, au concept logique, au concept abstrait, mais en comprenant bien que ces concepts ne doivent surtout pas être réduits à la logique de la conscience. C'est-à-dire, Husserl essaie de concilier 2 choses. D'une part, la prise en compte du fait qu'il y a de définition des concepts mathématiques, il y a de définition des objets scientifiques qu'à partir de la logique, qu'à partir du formalisme. Donc, que l'objectivité des mathématiques, elle est définissable qu'à partir des mathématiques elles-mêmes. Elle n'est pas réductible à quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas comprendre les mathématiques, on ne peut pas expliciter ce qu'on fait quand on fait des mathématiques si on ne comprend pas la logique mathématique derrière. Ça, c'est la grande critique. C'est la manière dont Frege avait fait voler en éclats les premières recherches de Husserl. Au début, Husserl essayait de comprendre les mathématiques à partir vraiment de la manière dont un esprit humain va abstraire à partir de 3 pommes, le nombre 3, etc., etc. Donc, de manière très, très empirique. Il avait une approche très, très empiriste. Alors, très, très précise, mais très, très empiriste. Et Frege lui avait dit, mais il lui avait fait une critique en disant, mais en faisant comme ça, tu ne vas jamais comprendre parce que tu manques, ce dont il faudrait partir, c'est l'idéalité même des objets mathématiques. Donc, Husserl essaie de faire cette chose qui est presque une erreur, qui semble aberrante, c'est de concilier l'idéalité des objets mathématiques et le fait que la conscience y accède et les manipule. Et la phénoménologie, au départ, c'est simplement ça. C'est comprendre les différents types d'actes de conscience à partir desquels la conscience est capable d'accéder à différents types d'objets. Des objets perceptifs, des objets imaginatifs, des objets logiques et abstraits, la manière dont on passe d'un objet à l'autre et la manière dont la conscience, j'ai envie de dire, s'adapte aux contraintes de ces différents types d'objets. C'est la manière dont la pensée est capable de se soumettre pour manipuler des objets à des contraintes qui sont des contraintes formelles de ces objets. C'est vraiment la manière dont la conscience, finalement, se règle sur la logique de l'objet. Donc, c'est une pensée de la relation, essayant de comprendre comment, à l'intérieur de l'empirique, à l'intérieur des actes empiriques de la conscience, quelque chose comme de l'idéalité est possible. Là, si vous voyez un peu le défi. C'est vraiment, au départ, c'est ça. Et donc, les recherches logiques, c'est encore une philosophie qui est très réaliste. Il ne s'agit pas de fonder, il s'agit vraiment d'observer, de décrire toute cette zone intermédiaire, la zone intermédiaire entre les activités abstraites et le flux de conscience. Sauf que Husserl va se dire petit à petit que ça ne suffit pas, que cette pure description ne suffit pas parce qu'il faut comprendre comment ces actes sont véritablement possibles. Non pas simplement décrire leur enchaînement, décrire leur type, mais il faut comprendre vraiment de l'intérieur leur lien. Et donc, il va faire ce qui a été considéré comme l'impensable et comme une trahison à l'époque. Il va passer d'une philosophie qui est réaliste à une philosophie idéaliste. C'est-à-dire, il va, d'un coup, se réclamer
et de l'idéalisme, donc de ce qui était vraiment l'ennemi, c'est-à-dire des systèmes idéalistes comme ceux de Hegel, et de la philosophie transcendantale. Des systèmes idéalistes parce qu'il va dire, mais finalement, une phénoménologie, pour être réaliste, ne peut être que systématique. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ces différents actes mentaux de manière isolée. Il faut les comprendre dans leurs liens les uns par rapport aux autres. Donc, pour faire une philosophie de la conscience, il faut un système de la conscience. Et donc, d'une volonté réaliste, il revient à l'idéalisme, à un idéalisme dur. Et deuxièmement, il revient à une philosophie qui va dire transcendantale, parce qu'il faut pas simplement, on n'est plus simplement dans la logique de constater ce que fait l'esprit quand il pense, mais on va dire que c'est l'esprit qui pose ces objets. Alors, ça ne veut pas dire que l'esprit, ça veut pas dire que la conscience pose le monde extérieur, mais ça veut dire qu'on ne peut comprendre la réalité du monde extérieur qu'en la ramenant à sa relation à la conscience. Il dit quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'il disait avant. Il ne dit plus simplement, on décrit la relation, il dit, on ne peut comprendre la façon dont la réalité du monde extérieur nous affecte qu'à partir du moment où on comprend comment la conscience est amenée à la poser. Ce qu'on appelle le tournant transcendantal. Et la troisième phase, c'est une phase dans laquelle il va essayer de décliner son système en y intégrant dedans l'histoire. Parce qu'au départ, comme on est sur une philosophie qui est une philosophie de la connaissance dont l'objet principal sont les sciences formelles et les mathématiques, une philosophie très peu historique. Et Husserl va essayer de comprendre comment ces activités intellectuelles, la science et tout ça, ont une histoire. Et comment la phénoménologie, comment le fonctionnement de la conscience permet d'expliquer cette histoire, qui est à la fois l'histoire des sciences et l'histoire de l'humanité. Et là, le grand projet, ça va être de comprendre comment les différentes sciences se sont constituées, à partir de quel type d'actes et quel type de transformation faites par la conscience, les sciences se sont constituées, ont évolué, avec une inquiétude qui grandit de plus en plus. C'est-à-dire, la logique de la science, puisque la logique de la science est d'oublier son origine dans la conscience. La logique de la science, la logique d'un objet scientifique, la logique d'une idéalité, c'est de pouvoir être manipulé sans qu'on ait besoin de ramener son sens à la façon dont la conscience l'a posé. La logique de la science, c'est la logique de la manipulation, de l'automatisation. Donc, la logique de la science, c'est de s'affranchir de ces conditions d'apparition. Et donc, il y a un divorce croissant entre le monde vécu immédiatement et la manière dont il est connu par la science. Et ce divorce est source de nihilisme et source d'un tournant sceptique, pour lui, source d'une crise qui est très grave, d'autant qu'il voit petit à petit le contexte politique autour de lui. C'est après la Première Guerre mondiale, il voit toute la crise morale, il sent les prémices de la montée du nazisme. Et donc, le but est, à partir de la phénoménologie, de réconcilier la connaissance abstraite, la science et le monde vécu en les ramenant à une origine commune, qui est la conscience transcendantale. Je ne sais pas si je suis à peu près clair en disant ça. Si vous avez des... Alors, là, je reprends directement ce que Florian Koba vous avez écrit la dernière fois, mais le fonctionnement, pour Husserl, ce qu'il appelle la conscience transcendantale, ça part vraiment, vous avez vraiment deux choses vous avez vraiment deux concepts clés. Alors, le premier concept, c'est un concept méthodologique qui est le concept de réduction phénoménologique, c'est-à-dire comment faire pour comprendre la réalité, non plus simplement en la supposant telle qu'elle, mais en la ramenant à ses conditions de donation, c'est-à-dire en la ramenant à la façon dont elle impose son type de réalité à la conscience, c'est parce que Husserl l'appelle l'époqué. Alors l'époqué, ce n'est pas le doute cartésien. L'époqué, c'est la mise en flottement, c'est-à-dire je suis toujours en lien avec la chose, je ne me pose pas la question de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas, mais je suspends mon implication. C'est comme si je considérais que le monde entier était imaginaire. Donc, je me mets dans un état d'indifférence à l'existence et à toutes mes activités pratiques, à toutes mes relations réelles, à toutes mes relations de désir, d'utilisation et tout par rapport aux choses, pour contempler simplement, pour ne plus avoir affaire qu'à leur mode d'apparaître. Et à partir de là, et à partir de cette phase d'époquée,
je me prends de mon implication dans le monde pour pouvoir ensuite considérer la chose simplement du point de vue de son mode de donation, de son mode d'apparition. Pour essayer de dire ça simplement, vous êtes dans une situation, vous êtes face à un arbre, au lieu de regarder en vous disant que c'est un arbre, vous vous mettez dans une situation d'indifférence où simplement vous voyez quelque chose qui vous apparaît, sans vous demander si cette chose existe ou pas, sans vous demander même ce que c'est qu'une chose, pour pouvoir porter votre attention sur la façon dont ça apparaît, sur la structure de cette apparition. Ça va aussi être, c'est le cas des objets concrets, c'est le cas des objets abstraits, des objets mathématiques, c'est le cas des êtres vivants. Enfin, le but est vraiment de comprendre comment tout ce qui peuple notre monde humain s'impose selon des modalités particulières à la conscience. Sachant que Husserl, c'est un philosophe qui est... ce mode de description-là, pour lui, entend ramener les types d'apparitions à des essences. C'est-à-dire qu'il y a des grands domaines d'objets et il y a qui sont ramenés à des essences. C'est-à-dire l'arbre, par exemple, ça se donne selon un certain type, qui est le type de l'objet perceptif concret. C'est-à-dire ça se donne par esquisse, progressivement, ça ne peut pas se donner complètement, il y a une temporalité, il ne peut pas y avoir d'interruption. De la même manière, autrui il va se donner d'une certaine manière. Le but est vraiment de faire une typologie. Ce n'est pas simplement de faire une description totalement exhaustive où chaque objet serait vu dans sa singularité, mais c'est de trouver des types, d'établir des grands types et de comprendre comment ces types s'articulent entre eux. C'est le côté à la fois idéaliste et systématique de cette philosophie. Et l'outil méthodologique, c'est la réduction. Le concept descriptif, c'est l'intentionnalité. Parce que l'intentionnalité, c'est ce qui permet à Husserl de donner chair à la conscience cartésienne. L'intentionnalité, c'est ce par quoi Husserl va décrire la structure de la conscience. Donc, la conscience, elle est purement intentionnalité, c'est-à-dire elle est purement orientation vers quelque chose, conscience de quelque chose. Je vais très vite là-dessus parce que je vais y revenir vraiment plus en détail dans 2 minutes. Parce que je vais y revenir dans 2 minutes parce que je vais essayer de vous présenter rapidement, alors de manière à peu près compréhensible, mais c'est très compliqué parce que Husserl est vraiment intrinsèquement invitable. Et il est vraiment invitable pour 2 raisons. D'une part, parce que toute sa philosophie est ancrée dans des concepts philosophiques et dans une tradition philosophique qui n'a plus vraiment cours maintenant. Donc, son langage est basé sur des présupposés qu'on ne partage absolument plus, qui ne font plus partie même de notre attirail cognitif immédiat. Donc, on est un peu désemparé parce qu'on ne comprend pas très bien d'où il part. C'est vraiment une philosophie qui part de l'idée qu'il y a des essences, qu'il y a un certain nombre de structures. Donc, c'est un langage qui n'est pas du tout facile à s'approprier. Et puis en plus, indépendamment de son rapport à la tradition, Husserl développe par-dessus ça son propre langage et il bâtit en permanence sur ce qu'il a fait. Comme il a vécu très longtemps, qu'il a écrit énormément et que tous les textes qu'il écrit font référence aux textes précédents, au bout d'un moment, ça devient quasiment illisible. Et là, le texte dont je veux vous parler, c'est méditation, pas médication. Les méditations cartésiennes, c'est un des textes les plus connus parce que c'est un résumé. Et plutôt vers la fin de sa vie, Husserl a donné un ensemble de conférences dans lesquelles il essaie vraiment d'expliquer, de rendre compréhensibles les principes et les outils généraux de sa phénoménologie. Donc c'est le texte, entre guillemets, c'est un des 2 textes d'introduction à la phénoménologie, mais c'est quand même extrêmement difficile. Mais ça permet au moins de donner un panorama des problèmes, de la manière dont les problèmes s'agencent selon lui, et des outils. Alors la méditation cartésienne, d'une part, un texte dans lequel Husserl revient vraiment sur son projet. Donc pourquoi est-ce qu'il veut développer la phénoménologie et pourquoi il la développe tellement en lien avec Descartes? Husserl partage l'idée qu'il est nécessaire de faire un recommencement absolu et sans présupposition de la philosophie, et que ce recommencement doit permettre d'arriver à des principes qui doivent fonder tout développement ultérieur. C'est-à-dire que toute la connaissance, pour pouvoir se développer d'une manière harmonieuse, doit être ramenée à un principe unique. Et on est, va dire Husserl,
au début du XXe siècle, dans la même situation qu'était Descartes, c'est-à-dire les sciences prolifèrent dans tous les sens et la philosophie elle-même prolifère dans tous les sens. Donc il y a une telle diversité dans les types de connaissances et dans les approches qu'il y a du monde qu'on ne peut absolument plus avoir de critères permettant d'évaluer la connaissance, de trancher entre le juste et le bon. Et la philosophie elle-même, elle est tellement éclatée qu'elle ne peut plus accomplir sa mission. Elle se transforme nécessairement en polémique. Et donc, on doit sortir de tout de ce champ qui est un champ d'argumentation forcément biaisé, puisqu'il est, il est biaisé par une multiplicité de systèmes. Il faut sortir de tous ces concepts donnés pour essayer de revenir à quelque chose qui soit en deçà de tout ça. Alors, premier point. Deuxième point, et c'est le deuxième point est vraiment le point sur lequel Husserl est un philosophe classique, la philosophie, pour lui, n'a de sens que comme science rigoureuse. C'est-à-dire la philosophie, elle a pour but de s'arracher à l'univers des visions et des conceptions du monde. Vraiment, la philosophie, elle doit faire le compte, elle doit désanthropologiser la connaissance pour la ramener à un absolu. Et donc pour ces deux points-là, évidemment, Husserl, comme je le disais encore une fois, se rapporte vraiment à Descartes. Ensuite, avec une manière de réécrire Descartes. Alors, ensuite, le texte et les méditations cartésiennes, ce sont 5, après l'introduction dont je viens de parler, ce sont 5 conférences qui chacune abordent un point qui pour Husserl est fondamental pour comprendre la phénoménologie et le projet de la phénoménologie. Ça va vous sembler très compliqué, très opaque, parfois un peu fumeux. C'est vraiment pour vous donner un paysage. Donc, je vais balayer un peu les 5 conférences, simplement pour vous donner une idée des problématiques qu'ils se posent, de ces interlocuteurs pour ces différentes problématiques. Alors, premièrement, donc, première conférence, c'est l'idée d'ego transcendantal. C'est un point extrêmement important parce que, comme je l'ai dit, c'est aussi le point, c'est un peu le point d'achoppement de la phénoménologie. La phénoménologie telle qu'elle a été décrite tout au début dans les recherches logiques, elle ne se référait pas à l'idée d'un ego transcendantal. C'était une philosophie descriptive qui avait simplement besoin d'un flux de conscience sans donner à cette conscience un rôle d'absolu. Pourquoi Husserl a estimé nécessaire de faire ce changement-là ? Justement pour ne pas être dans une description qui se contenterait de constater, mais être dans une optique de fondation. Alors, l'ego transcendantal, pourquoi et comment on y arrive ? La première question que pose Husserl, et là c'est presque contre Descartes, sur quoi s'appuie-t-on quand on ne veut partir de rien ? Et Husserl dit, même Descartes finalement ne peut pas tout révoquer en doute au départ parce qu'il se donne à l'avance un modèle qui est celui de la déduction mathématique. Et même si Descartes va remettre en doute la question les idées claires et distinctes, Descartes se donne comme modèle le modèle de la déduction, comme modèle de la rigueur, et Descartes se donne un certain nombre de distinctions intérieures, extérieures, existence réelle et tout ça, qu'il faut remettre en doute. Donc, pour Husserl, il faut aller beaucoup plus loin et pouvoir ne s'appuyer vraiment sur rien. Alors, sur quoi, comment est-ce qu'on part si on s'appuie absolument sur rien ? Husserl dit, il y a tout de même une chose, et là, il est finalement très cartésien, parce que c'est assez proche du rapport de Descartes à Dieu. Il y a quand même une chose qu'on ne peut pas révoquer en doute, parce que ce n'est pas un contenu de pensée, c'est la tension à la connaissance. Le fait même de pouvoir mettre les choses en doute, le fait même de rechercher un fondement, ça implique que l'idée de connaissance juste nous traverse déjà. Et c'est cette tension à la connaissance qui est le premier guide. On n'a pas... Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette tension de la connaissance ? On va chercher, dit Husserl, à comprendre la connaissance comme phénomène, c'est-à-dire à se demander quel type de phénomène, que signifie concrètement la connaissance pour une conscience, c'est-à-dire construire phénoménologiquement une connaissance de la connaissance. Alors, comment faire ensuite ?
Toute la question, donc, c'est vraiment de ne pas considérer l'ego cartésien, comme quelque chose d'isolé. Considérer que, et ça veut dire le plus grand problème de Descartes, c'est qu'il considère qu'on peut arriver à un ego qui soit totalement isolé du reste. Alors que pour Husserl, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ce que veut dire l'ego, quelle est la structure de l'ego, quelle est la structure de cette conscience, et cette conscience, elle n'est conscience d'elle-même qu'en tant qu'elle est toujours conscience d'autre chose. Donc ça n'a pas de sens pour Husserl, justement, de vouloir revenir à un cogito ergo sum sans prendre en compte le fait que ce cogito, il est nécessairement et intrinsèquement toujours projection vers autre chose. Donc, la première mission, c'est de d'élucider ce qu'il va appeler la structure de la conscience elle-même, de comprendre l'essence de la conscience, de comprendre la conscience en tant que forme primordiale. La conscience en tant que forme primordiale, elle est intentionnelle, c'est-à-dire toujours dualité et unité du sujet et de l'objet. C'est-à-dire que dans la conscience, il y a toujours l'inhérence du rapport à soi-même et de l'ouverture à un objet de conscience. Alors ensuite, que veut dire précisément un acte intentionnel? L'acte intentionnel pour Husserl, c'est-à-dire toute conscience est conscience de quelque chose, ça a une structure. Ça a une structure, ça a 3 points, ça a 3 plans. Pour revenir à l'expérience de l'arbre, d'une part, vous avez l'acte de conscience, ce que Husserl appelle la noèse, c'est l'acte par lequel je vise l'arbre. D'autre part, vous avez la manière dont l'arbre m'apparaît, ce qu'il appelle le noème, et troisièmement, vous avez l'arbre lui-même. Alors, ça peut paraître assez formel, mais la logique derrière, c'est de dire, vous savez, l'arbre ne peut m'apparaître que d'une certaine façon. Par principe, l'arbre se donne forcément à moi sous un certain angle, selon une certaine apparence. Donc, cette apparence elle-même, cette manière d'apparaître, elle conditionne la manière dont je le vis. C'est-à-dire je ne peux le percevoir que continuellement dans le temps, de manière continue, en le dévoilant progressivement. Et pour Husserl, il faut vraiment distinguer ce qu'il appelle le noème, c'est-à-dire la manière dont l'arbre apparaît, et l'arbre réel. Pourquoi? Parce que la manière dont l'arbre apparaît, pour lui, c'est vraiment une essence, c'est la structure selon laquelle l'arbre apparaît. Ce n'est pas l'objet lui-même, c'est l'idéalité à partir de laquelle je peux voir cet objet-là. Et ça, c'est une idéalité, donc ça ne dépend pas de cet arbre empirique-là. Il y a toujours cette... c'est pour ça que la conscience intentionnelle chez Husserl, elle conduit vraiment, là je me répète un peu, mais à cette typologie derrière. Que l'intentionnalité, ça veut dire que la conscience est toujours conscience de quelque chose, et conscience de quelque chose selon certaines modalités. Ces modalités sont en nombre fini, et il est possible de les décrire et d'expliciter leur fonctionnement. Et c'est à partir de cette description et cette explicitation des différentes modalités selon lesquelles la conscience est intentionnelle qu'on peut comprendre quels sont les différents types d'objets, comment on les connaît, quelles sont les conditions de la connaissance. C'est vraiment ça, la logique est vraiment ça. Comprendre la conscience, que l'essence de la conscience, c'est d'être intentionnel, que l'essence de l'intentionnalité, c'est d'avoir une certaine structure, que cette structure, elle connaît un nombre fini de déclinaisons. Il y a des grands types et des grandes familles d'objets, et à partir du moment où on a compris ça, on peut vraiment élaborer une systématique de la connaissance. Et vous voyez, c'est à la fois ce qui rend cette philosophie fascinante et ce qui la rend compliquée, parce que ça veut dire, ça en fait vraiment une philosophie systématique qui fait passer la connaissance profonde des choses extérieures par la connaissance profonde de l'ego. C'est la manière selon laquelle, c'est la typologie des actes selon laquelle l'ego est susceptible de viser les choses qui va fonder les connaissances qu'on peut avoir des choses extérieures, qui va fonder les grands types de sciences. C'est à partir de ces distinctions sur les différents types d'actes intentionnels qu'on va distinguer les différents types de sciences. Donc c'est vraiment ça derrière. C'est à partir de la connaissance des différentes structures intentionnelles qu'on va pouvoir faire des catégories scientifiques. On va distinguer la physique de la biologie, de ceci, de cela. Donc,
Alors, bon, là, je vais passer un peu plus vite là-dessus. La troisième méditation, c'est la troisième méditation, c'est la méditation sur le concept de vérité, où Husserl essaie de donner un sens phénoménologique au concept de vérité. Alors, je vais passer très vite parce que sinon ça devient soit on y passe une heure, soit on va très vite là-dessus. Mais disons, là, le principe, c'est d'expliciter l'idée cartésienne d'évidence et de reconstruire phénoménologiquement l'idée de vérité en se disant que la vérité, ça correspond à une expérience phénoménologique particulière. D'un point de vue noétique, c'est un vécu d'évidence qui est corrélé à une correspondance des contenus. Bon, on ne peut parler de vérité que parce que la structure de la conscience fait que certains types d'actes sont caractérisés par une correspondance qui est en tant que telle la vérité. C'est la possibilité de la vérité, la structure de la vérité est un des possibles de la conscience. Donc on ne peut penser la vérité qu'à partir de cette étude de la conscience. Je passe là-dessus. La quatrième méditation, elle touche l'ego transcendantal non plus seulement du point de vue qu'il est intentionnel, mais du point de vue qu'il est dans le temps. C'est la deuxième manière de rendre concret l'ego cartésien. D'une part, il est intentionnel, d'autre part, il est temporel. Donc, il faut comprendre comment quelque chose en lui reste le même, sachant qu'en même temps, il est traversé par le temps. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment l'ego a une histoire, comment l'ego est. Et donc, il est substrat, c'est-à-dire il est un pôle identique, mais ce n'est pas un pôle identique... c'est pas un pôle identique en tant que ça serait un ensemble de qualités qui reste le même. C'est la forme même du vécu, c'est que chaque vécu puisse être mien. Donc ce n'est pas une identité qui est pensée sous la forme de la permanence, c'est vraiment une identité qui est pensée sous la forme de la mienneté. Et toute la logique, c'est de comprendre comment se construit cette histoire de l'ego. Pourquoi c'est important et pourquoi à la fois c'est très discuté parce que c'est un peu foireux et en même temps c'est très profond quand même. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est comment finalement, quand on se met en mode de réduction phénoménologique, comment la multiplicité de mes souvenirs, comment dans la multiplicité de mon expérience temporelle, quelque chose comme une identité est possible. Comment, à partir du moment où je ne considère plus les identités données, à partir du moment où je ne considère plus que les expériences, que je considère la multiplicité des expériences dans leur flux, comment penser qu'une conscience de continuité soit possible? Comment penser plutôt qu'une continuité soit possible? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'en me réveillant le matin, je me réveille comme le même? Alors, on ne va pas dire que quand je me réveille le matin, je suis toujours le même, mais que la structure même de la conscience fait que je me réveille toujours comme moi. Et donc, je vais réassumer comme mien les différents contenus de conscience qui vont m'apparaître. C'est vraiment toujours ce principe de, non pas de continuité comme permanence, mais de continuité progressive. Mais dans l'idée de Husserl, l'essentiel, c'est de comprendre que l'ego est capable de construire sa propre historicité. C'est-à-dire, et ça passe par ce qu'il appelle des habitus, c'est-à-dire que l'ego est capable d'acquérir une histoire, donc d'instaurer quelque chose de nouveau, mais qui va ensuite lui rester. Et finalement, et d'instaurer quelque chose de nouveau, ce ne sont pas seulement des souvenirs, mais c'est l'accès à de nouveaux sens, c'est l'accès à de nouvelles connaissances. Et pour lui, c'est comme ça que la possibilité de l'histoire, elle est construite, elle est structurée, elle est dans la conscience elle-même, parce que chaque être humain va hériter de significations qu'il va réactiver, et à partir du moment où il va les réactiver une fois, ces significations lui appartiennent. À partir du moment où j'ai compris quelque chose, à partir du moment où j'ai activé un certain type d'acte, ça fait partie de moi, ça fait partie du prisme par lequel j'ai rapport au monde, donc je suis capable, en existant, je me modifie et je me modifie intellectuellement. Et ce n'est pas simplement je me modifie, mon humeur change, mes idées changent. C'est je suis capable d'acquérir de nouveaux prismes idéaux
par lesquels je vois le monde. Et pour lui, encore une fois, le modèle, c'est toujours les mathématiques. C'est-à-dire, une fois que j'ai acquis une nouvelle forme géométrique, une fois que j'ai acquis une nouvelle théorie, cette théorie, elle m'appartient. Et non seulement elle m'appartient, mais je n'ai plus besoin de refaire tout le chemin qui m'a été nécessaire pour l'apprendre une première fois. Ça devient une... Vous pouvez poser des questions. Hein, je vois des gens sourire, là. S'il y a quelque chose... D'accord. C'est vraiment et pour Husserl, c'est vraiment ça le modèle. Il y a quelque chose qui est assez... qui est très intéressant. Et je vais faire une remarque. Autant la manière dont il le décrit, c'est-à-dire pour lui, il y a vraiment, il y a toujours ce modèle mathématique qui s'applique à la conscience, c'est-à-dire tout acte, toute nouvelle idée, une fois qu'elle est inscrite, elle est là pour toujours. Autant ça, c'est complexe en soi, parce que derrière, il y a une métaphysique qui est vraiment une métaphysique idéaliste, autant c'est une question actuellement encore très posée et par les philosophes, et par les sciences cognitives, et par bien d'autres. Comment est-ce que tout ce que j'apprends, toutes les nouvelles manières dont je vois le monde, comment est-ce que l'histoire me pénètre, me pétrit, et comment est-ce que quelque chose de continu, et comment est-ce qu'un rapport de moi à moi-même comme moi-même est possible, alors même qu'il y a énormément de flux. Comment est-ce que je suis capable d'apprendre et d'apprendre humainement? Comment se fait-il que l'être humain soit historique? Husserl pose vraiment la question de manière extrêmement intéressante. Et bon, ça fait partie des recherches qui sont les plus intéressantes en phénoménologie actuellement, là où la phénoménologie dialogue avec les sciences cognitives, c'est d'essayer, sans tout l'attirail idéaliste de Husserl, de reposer ce genre de questions-là. Cinquième méditation, ce qu'il appelle l'intersubjectivité monadologique. Alors, c'est très, très, très compliqué comme terme. L'idée, il y a deux questions là-dedans. La première, c'est de se demander comment est-ce que la conscience individuelle accède vraiment à l'objectivité, sachant que l'objectivité, c'est pas simplement comprendre les choses, c'est pas simplement voir les choses telles qu'elles sont, c'est voir les choses telles que tout le monde doit les voir. Donc, comment est-ce que cette intersubjectivité-là va structurer la conscience? Et Husserl se rend bien compte qu'il a besoin de ça, parce qu'on ne peut pas avoir de pensée de l'objectivité si on n'a pas cette pensée de je ne vois pas le monde. C'est pas tant que le monde ne s'impose pas à moi. Ce que je vois, c'est le monde que tout le monde voit. Et je vois le monde en tant que tout le monde doit le voir de la même manière. Ça fait même partie de la... C'est un présupposé de mon rapport humain au monde, de mon rapport humain aux choses, c'est que les autres peuvent voir les choses de la même manière, ou peuvent voir quelque chose de suffisamment identique pour que je sois susceptible de m'entendre avec eux quand j'en parle. Donc il y a quelque chose comme du partagé ou du partageable, mais c'est de l'a priori même dans mon rapport aux choses et aux idées. Donc Husserl va essayer de comprendre, là encore de manière assez intéressante, comment, depuis ce qu'il appelle la sphère primordiale, je me rapporte à autrui, je comprends petit à petit qu'il y a certains trucs qui bougent, qui sont des êtres vivants et qui sont des êtres pensants et qui sont des êtres comme moi, et que ces êtres voient les mêmes choses que moi, et petit à petit, je me décentre de moi-même. Mais alors, là encore, là, vous avez, dans les méditations cartésiennes, c'est un texte de 60 pages, il en a écrit des milliers là-dessus. Ça fait partie des analyses qui ont beaucoup inspiré d'autres recherches. Il y a énormément de recherches, que ce soit en psychologie, cognitive, que ce soit même en médecine, en physiologie, sur tout ça. Et maintenant, ce sont des débats qui continuent. J'ai envie de dire, c'est un peu le destin de la phénoménologie, encore une fois. Les analyses, les choses les plus intéressantes qu'Husserl a aperçues, elles ont inspiré des gens qui n'ont pas du tout été phénoménologues. Parce que très souvent, ce que Husserl a fait de plus intéressant, c'est de décrire, de pointer des problèmes, et ces problèmes ont presque toujours été repris et inspirés d'autres penseurs sans les concepts de Husserl même. C'est toujours, Husserl a une grande postérité du moment qu'on lui enlève son idéal, la forme précise de son idéalisme. Alors, je vais passer maintenant en essayant d'aller un peu plus vite. Donc, ouais, vous voyez, Husserl, la phénoménologie, c'était ça. C'est une philosophie de la connaissance, comprenant la connaissance à partir de la conscience, puis tournant
de devenant une philosophie idéaliste, et une philosophie idéaliste essayant d'inclure à l'intérieur même de l'idéalisme les modalités concrètes, c'est-à-dire le temps, l'intentionnalité. La phénoménologie connaît un deuxième départ à cause ou grâce à celui qui a été à la fois le meilleur élève et le meilleur assassin de Husserl, c'est-à-dire Martin Heidegger. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Heidegger, donc, né dans un milieu modeste, est d'abord formé au petit séminaire. C'est quelqu'un qui avait la vocation de la prêtrise au départ, découvre sa vocation philosophique par Brentano, lui aussi comme Husserl, mais par les ouvrages de Brentano sur Aristote. Heidegger, c'est un philosophe qui a commencé par s'intéresser à la philosophie médiévale et antique, et qui renonce à la prêtrise, fait parallèlement des études de mathématiques et de physique et de philosophie. Heidegger aussi, on ne le sait pas, mais Heidegger est aussi quelqu'un qui a commencé par faire des études scientifiques. Enfin, il en a fait en même temps que des études philosophiques. Pour d'autres raisons. Heidegger, c'est parce qu'il n'était pas sûr de trouver un poste en philosophie, qu'il avait peur du... Et donc, il s'était dit qu'en faisant en même temps des études scientifiques, il assurait mieux ses arrières. C'est assez rapide, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'il renonce à la prêtrise en 1911. En 1913, il soutient sa thèse, et en 1915, sa thèse d'habilitation. Ça va assez vite, qui est une thèse d'habilitation de philosophie médiévale. Il devient l'assistant de Husserl, et le principal collaborateur de Husserl, et le successeur désigné de Husserl. Il est professeur à Marbourg, puis à Fribourg. Donc il publie Être et temps, qui est son ouvrage le plus connu, peut-être son ouvrage principal en 1927, bien mondialement connu, et en particulier une occasion qu'il a rendu mondialement connu, c'est un grand débat qui avait été organisé à Davos avec le philosophe néo-kantien Cassirer. Pourquoi ça l'a rendu mondialement connu? Parce que c'est le moment où Heidegger est apparu, et la philosophie de Heidegger est apparue comme ayant, que la proposition de philosophie que Heidegger faisait est apparue comme ayant totalement triomphé du kantisme et du néo-kantisme, et en même temps de Husserl. C'est-à-dire à ce moment-là, et pour longtemps, les projets de philosophie classique, que ce soit ceux de Husserl ou autres, qui essayaient de réconcilier l'être humain et ses différentes formes et la pensée scientifique, qui essayaient de réconcilier l'humain avec lui-même et qui essayaient de fonder la science, vont être, sinon discrédités, du moins oubliés pour un certain temps, et à la place vont commencer à s'imposer des philosophies qui vont être plus tragiques et qui vont donner lieu aussi à l'existentialisme. Donc c'est vraiment un moment assez important, ce débat de 1929. Heidegger devient recteur de l'université de Fribourg en 1933. Il y a une question sur Fribourg, si c'est en Suisse ou en Allemagne. Freiburg in Breisgau. Il devient recteur de l'université de Freiburg en 1933. Ce n'est pas du tout anodin parce que c'est sous le nazisme et qu'il y a eu un ralliement explicite de Heidegger au nazisme qui pose toutes sortes de questions parce qu'on s'est toujours demandé à quel point la philosophie de Heidegger était compatible avec le nazisme, à quel point il y avait des éléments nazis dedans, à quel point Heidegger avait simplement été carriériste. Mon opinion, avant d'aller plus loin sur ce sujet sur lequel il y a des multitudes et des multitudes de livres, Heidegger partageait le fond néoconservateur de son époque. Il y a une philosophie néoconservatrice, une tendance néoconservatrice très forte. La même chose qui a conduit en ce pétainisme. C'était quelqu'un qui avait ce type de pensée-là, et qui plus est, dont la philosophie étant ayant une philosophie qui est très inspirée par une forme d'héroïsme, le rendait très vulnérable au nazisme. Et en plus, c'était quelqu'un d'abominablement carriériste, qui était vraiment prêt à tout pour ça. Donc, vous mettez à la fois la morale un peu conservatrice, l'espèce d'admiration pour les grands hommes virils qu'ils n'étaient pas, et le carriérisme, vous avez déjà pas forcément une explication, mais un certain nombre de billes pour comprendre comment il a pu être nazi. Et ensuite, il fait prendre après à sa pensée un tournant qui l'éloigne progressivement de la phénoménologie. Et aussi, Heidegger a écrit énormément, sans doute encore plus que Husserl. Il y a des 300, l'œuvre complète, si elle était publiée, ça ferait plus de 300 livres. Enfin, ça fait des dizaines et des dizaines de milliers de pages, ce qui rend aussi les choses très complexes. Je vais brièvement essayer de vous présenter la rupture que Heidegger a apportée à la phénoménologie. Alors,
la rupture que Heidegger apporte à la phénoménologie, une rupture temporaire, hein, parce que pendant 10 ans, ensuite il dit, ben non, finalement, la phénoménologie, ça ne marche pas du tout, donc il ne faut pas s'en... Mais dans un premier temps, Heidegger dit, la phénoménologie ne doit pas être une philosophie de la conscience et ne doit pas être une philosophie de la connaissance. La phénoménologie, elle doit permettre de revenir à la question fondamentale de toute philosophie, qui est la question de l'être. La question de l'être, de deux manières. D'une part, question de l'être d'un point de vue théorique, c'est-à-dire vraiment dans l'héritage, philosophie médiévale ou aristotélicienne, c'est comprendre le sens du mot être, et en deçà du sens du mot être, comprendre ce qui fait qu'en tant qu'humains, nous avons une compréhension au moins implicite de ce que veut dire être, et sachant que par la phénoménologie, on passe d'une approche qui était abstraite, où on interroge l'être comme un concept, à une approche qui devient phénoménologique, où on comprend, où on essaie de comprendre, d'après Heidegger, la manière dont dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport aux choses, le fait qu'elles soient nous concerne. C'est-à-dire comment est-ce que dans la manière dont nous existons et comment la manière dont nous avons affaire à un monde environnant, le fait que ce ne soit pas simplement des apparitions, que ce ne soit pas simplement des objets disponibles et transparents, mais que le monde soit, que je sois, est impliqué. Finalement, c'est très concret parce que vous dites, finalement, rien n'oblige à ce qu'on ait affaire à ce qu'on expérimente avec à l'horizon le fait que ces choses soient. Ça peut parfaitement être de pure, ça peut, et ça veut pas dire ça voudrait pas dire qu'on les rêve, mais on peut parfaitement imaginer qu'un animal ou que beaucoup d'autres a simplement un rapport utilitaire, donc ne se réfère pas à un stimuli sous le mode de l'étant, de quelque chose, mais simplement de ce à quoi il répond. Le fait d'avoir affaire à un environnement qui se donne à nous sous la forme d'un monde dans lequel il y a des choses et des choses qui ont une existence indépendante et qui ont donc une réalité, c'est déjà en tant que tel un problème. Et disons, Heidegger va dire, Husserl, par la phénoménologie, par la question de l'intentionnalité, se demande de quelle manière la réalité des choses s'impose à la conscience. Heidegger lui répond, mais cette question-là, c'est une question seulement seconde. Pour se poser cette question-là, il faut se poser une question avant tout, c'est qu'est-ce qui fait que dans la manière dont nous existons, le fait même de la réalité soit en jeu. Avant de se demander comment et ce que sont les choses, il faut comprendre comment le rapport que nous avons à ce qui nous apparaît se fait sous le mode de choses. Pourquoi est-ce que nous avons rapport à des choses qui se donnent bien à nous comme des choses et dont le fait qu'elles soient des choses, donc qu'elles existent, nous affecte. Ça pourrait ne pas être le cas. On pourrait simplement être affecté par l'effet qu'elles ont sur nous sans être affecté par le fait qu'elles ont une réalité. Et donc elles peuvent être connues, et qu'au-delà du fait qu'elles peuvent être connues, elles résistent, elles ont leur indépendance. Pour Heidegger, le moyen de le faire, c'est de passer par la compréhension de notre propre mode d'existence, c'est-à-dire l'être humain existe sous le mode de ce que Heidegger appelle le Dasein, c'est-à-dire nous existons sur le mode du Dasein, c'est être là et être le là, c'est-à-dire sous le... Alors, Dasein, ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer sujet par Dasein. Heidegger ne dit pas « nous sommes un Dasein », il dit « la façon dont existe l'être humain se fait sous le mode d'être du Dasein. C'est une modalité d'existence. Le Dasein, c'est le terme qui décrit la modalité dont nous existons, dont nous nous référons à nous-mêmes. C'est pas, le Dasein n'est pas le sujet, le Dasein est la modalité d'existence selon laquelle même nous pouvons nous appréhender comme un sujet et nous pouvons appréhender le monde comme monde. Et le Dasein, c'est l'être pour qui la question de l'être est en jeu dans le rapport qu'il a à lui-même et dans le rapport qu'il a aux choses. Nous nous rapportons à nous-mêmes sous l'horizon du fait que nous sommes. Et c'est ce rapport à nous-mêmes sous l'horizon du fait que nous sommes, donc le fait que notre propre... et ce n'est pas seulement existence, c'est vraiment le fait que nous sommes
même si ce fait est vide, qui va se manifester sous la forme de l'angoisse. C'est parce que nous référons à nous-mêmes sous cet horizon-là, sous l'horizon du fait que nous sommes en général affectés par l'existence des choses, par l'être des choses, que les choses se donnent à nous comme des étangs. Alors, je vais essayer d'aller d'écrire un peu rapidement comment Heidegger essaie concrètement de dire ça. Vous voyez déjà que ça change totalement par rapport à Husserl, parce qu'on n'est plus dans l'optique de la compréhension. Alors, on n'est plus dans l'optique de la compréhension de la connaissance. On est vraiment dans l'optique de comprendre ce qu'il a sous-tend. Alors, il y a un certain nombre de concepts communs. Concept de monde comme transcendant, il y a beaucoup de concepts communs. Simplement, Heidegger en modifie la lecture et en modifie l'usage. Alors, comprendre ce que ça veut dire exister sous le mode du Dasein. Là, on est en débat direct avec Husserl. Le Dasein se rapporte au monde selon deux modalités, l'affection et la compréhension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des qualités, les modalités. Ça ne veut pas dire je peux être affecté, je peux comprendre. C'est la manière dont on est. Être sur le mode du Dasein, c'est être dans une certaine tonalité affective et avoir affaire aux choses dans un certain horizon de compréhension. Et c'est un débat direct avec Husserl parce que ça veut dire, entre autres, parce que ça veut dire la manière dont les choses se donnent à moi, ce n'est pas d'abord et avant tout la connaissance, c'est-à-dire l'objectivation, c'est un certain prisme affectif, un certain état et un certain horizon de compréhension. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un rapport objectivement où je suis comme si à l'extérieur du monde et le connaissant, je suis toujours inscrit en lui d'une certaine manière, dans une certaine disposition affective, qui peut être la mélancolie, qui peut être l'intérêt, qui peut être... et avec un certain prisme de compréhension. Le monde m'apparaît toujours d'une certaine manière, et d'une certaine manière, c'est vraiment... On va très très au-delà de Husserl sur les modes d'apparaître de l'arbre. Je peux être extrêmement fatigué, par exemple, ou je peux être totalement intéressé, vigilant, parce que je suis en train d'attendre quelque chose, donc je suis totalement tendu. Et donc ma disposition affective, c'est cette tension. Et en même temps, j'attends quelque chose, par exemple, je suis à une gare et j'attends quelqu'un, donc je suis totalement tendu. Et mon horizon de compréhension, c'est d'essayer de repérer la bonne personne. Et donc tout ce que je vois se module selon ce prisme-là. Donc pour Heidegger, on est vraiment dans ces deux exister sur le mode du Dasein, c'est ça. Ce qui veut dire qu'on est immergé. Mais ensuite, cette immersion, elle peut être vécue de deux manières. Là, vous voyez aussi en quoi Heidegger a pu influencer Sartre et Beauvoir, d'après ce que Florian Kova vous a expliqué la dernière fois. Mais le Dasein peut se rapporter à cette propre immersion de deux manières. Il peut s'y rapporter sur un mode que Heidegger qualifie d'inauthentique, c'est-à-dire je suis immergé dans le monde, je suis inscrit dans le monde, mais je suis inscrit dans le monde d'une manière tellement absorbée que je ne me prends plus en compte le fait que c'est moi. C'est-à-dire simplement, je suis absorbé par la manière dont je suis au monde, je suis absorbé par ce que je suis dans le monde et par ce que je fais actuellement dans le monde, en oubliant même qu'il en va de moi. C'est ce qu'Heidegger appelle la quotidienne moyenne. C'est là. Je suis dans la préoccupation quotidienne des différentes choses qui accaparent mon attention et je suis pris par là, ou sur un mode authentique, c'est-à-dire assumant le fait que à chaque fois, celui qui est immergé, qui est pris, c'est moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut exister sur un mode authentique? C'est ce qu'on va essayer de voir par les quelques remarques suivantes. Alors, comme le dit Heidegger, étant donné que le rapport au monde est un rapport d'immersion, à la fois affectif et compréhensif, le rapport spontané est d'abord, à tout ce qui m'apparaît, d'abord un rapport pratique. C'est-à-dire les différents étangs ne m'apparaissent pas directement comme des choses, mais elles apparaissent comme des fonctions, comme les fonctions qu'elles peuvent occuper dans le projet qui est le mien. C'est-à-dire, je vois la table parce que je suis capable, parce que je m'en sers pour boire. C'est le prisme qui est spontanément le prisme par lequel le monde se détache pour moi, c'est le prisme de la fonction que ce qui compose le monde pour moi peut remplir.
Je vois la table parce que je suis en train de m'en servir. Je vois l'ordinateur parce que j'en ai besoin. C'est toujours à partir de cet écho que me renvoient les choses dans le projet qui est actuellement le mien que je les perçois d'abord. Je les perçois d'abord comme des outils, d'une certaine manière, ou plutôt l'outil est le paradigme ou le modèle de mon rapport spontané à tout ce qui m'entoure. Mais dans certains cas, ça ne marche pas. Par exemple, l'ordinateur plante, ou alors je ne trouve pas l'objet que je suis en train de chercher, l'outil se casse. Et donc, la chose se révèle derrière l'outil parce qu'elle n'a pas pu être ensevelie par le projet. Donc, la réalité qui se donnait d'abord à moi, la réalité concrète qui se donnait d'abord à moi simplement par la façon dont je pouvais m'appuyer sur elle, fait plus violemment en contre parce que je suis confronté à son indépendance, purement et simplement. À un moment donné, elle ne me doit rien, elle est là. C'est d'ailleurs dans ces descriptions de Heidegger sur la manière dont l'objet, à un moment donné, peut se décrocher de tout rôle pour apparaître dans sa facticité nue. C'est un peu ça aussi qui a inspiré toutes les analyses de Sartre sur la contingence, alors, Florian Kova vous en a décrit quelques-unes, mais même dans La Nausée, dans le roman La Nausée, quand vous avez de longues descriptions de Sartre sur la racine de marronnier qui apparaît d'un coup comme étant une chose totalement amorphe, qui est là pour rien, qui est simplement présente et en plus sans être recouverte par la moindre qualité, qui est réduite à sa facticité incompréhensible. Ça vient vraiment de l'analyse des analyses de Heidegger sur la manière dont parfois l'outil se décroche et la contingence paraît derrière. Et ensuite, vous avez certaines situations qui vont être considérées comme un signe, qui sont vraiment des chemins à suivre pour l'analyse phénoménologique de l'être au monde, parce que ce n'est pas simplement un objet qui se décroche, ce n'est pas simplement quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas simplement une qualité c'est pas simplement une facticité donnée, mais c'est le monde lui-même. Donc c'est la réalité du monde lui-même à laquelle je suis confronté. C'est-à-dire ce sont des situations qui nous exposent vraiment à la question de l'être, non plus simplement d'une chose, mais du monde lui-même. Et c'est donc comme ça que nous sommes confrontés à la question de l'être comme tel. Et ce sont en particulier l'ennui et l'angoisse pour Heidegger. Alors, l'ennui, des centaines et des centaines de pages d'analyse de Heidegger, en particulier dans un autre texte. Il me semble que la connexion est de nouveau faible là. Heidegger a consacré des centaines et des centaines de pages à, disons, la manière dont un homme en train de s'ennuyer sur un quai de gare se rapporte à lui-même et à ce qui l'entoure et se rapporte au temps. Sachant que pour Heidegger, l'ennui au sens vraiment phénoménologique, il faut toujours distinguer chez Heidegger, vous avez toujours une version dégradée, c'est-à-dire je peux m'ennuyer momentanément en attendant quelque chose ou je peux m'ennuyer profondément. La différence, je m'ennuie momentanément, je suis dans un entretien d'embauche, je suis quelque part, je suis dans une réunion, j'ai hâte d'en partir, donc mon ennui a un objet. Et quand cet objet, mon ennui est dirigé vers quelque chose. Dans ce cas, c'est encore une attitude mondaine. Mais je peux aussi avoir un ennui plus profond. C'est quand il n'y a pas de raison que je m'ennuie. Je ne m'ennuie pas de quelque chose, je m'ennuie vraiment de l'existence. C'est qu'à un moment donné, je ne sais plus quoi faire de moi-même, je ne suis plus pris dans le monde ne me tient plus. Et donc, comme si le Dasein, je tombe dans mes propres mains, comme une espèce de grosse chose qui ne sert à rien, et le monde il est face à moi, comme un ensemble de trucs inutiles aussi. Et l'ennui, pour Heidegger, révèle le temps, révèle l'expérience du temps, et révèle le fait que le temps est vide, que le temps est pur passage. Donc, l'ennui, c'est ce qui va vraiment révéler, c'est ce qui va révéler, disons, le fait que je ne suis pas absorbé par le monde. C'est ce qui va révéler le fait que je ne suis jamais totalement pris dans le monde, que je ne suis jamais totalement pris dans les choses, que j'en suis toujours là. Ça va révéler ma possibilité de me déprendre des choses, quitte à les perdre tellement que je tombe dans mes propres mains. L'angoisse est me révéler quelque chose d'autre qui, pour Heidegger, pas forcément pour tous ses lecteurs, mais pour Heidegger est plus profond phénoménologiquement encore. Ce n'est pas simplement l'indifférence au monde, ça va être la nullité du monde, c'est-à-dire
Alors la nullité du monde, ça ne veut pas dire que le monde ne vaut rien, ça veut dire que rien ne le fonde. Donc l'angoisse va révéler l'absence totale de fondement et de cause de ce qui est. Et là aussi, ce sont des choses qui ont beaucoup inspiré Sartre, sachant qu'Heidegger le voit un peu différemment. Alors, encore une fois, l'angoisse, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le fait d'avoir peur de quelque chose. L'angoisse, c'est vraiment l'expérience l'angoisse, c'est vraiment l'expérience de... l'ennui, c'est celle de l'inutilité. L'angoisse, c'est celle de du fait que rien ne me soutient. C'est le fait que rien, non seulement que je ne suis pas nécessaire, que le monde n'est pas nécessaire, il y a plus loin que ça, mais que le monde n'est de rien. C'est la gratuité du monde, la gratuité de ma propre existence. C'est de là d'ailleurs où, plus tard dans sa vie, Heidegger va s'orienter vers, va commencer à s'intéresser à des philosophies plus taoïstes, etc. Et va essayer de s'intéresser aussi à des expériences qui sont moins brutales et négatives que l'ennui ou l'angoisse, comme l'étonnement ou la joie. Parce que derrière l'angoisse, finalement, derrière cette idée de nullité du monde, ce n'est pas la nullité, encore une fois, en tant que le monde ne vaut rien, c'est vraiment l'expérience de la gratuité. C'est le fait, je suis, c'est, il y a. Et d'essayer de comprendre quel est le type d'expérience qui nous met le mieux et la meilleure façon en rapport avec ça, avec le fait, il y a quelque chose. Et il n'y a rien d'autre à dire qu'il y a. Et finalement, ce sont des prismes. L'angoisse est un prisme, la joie est un prisme, l'étonnement est un prisme. Vers quoi ça nous ramène finalement? Pourquoi est-ce que c'est important cette question de l'angoisse? Parce que c'est ce qui nous permet de comprendre la condition de l'authenticité chez Heidegger. L'authenticité chez Heidegger, c'est la question de la possibilité pour le Dasein de se rapporter au fait qu'il en va de lui-même, de sa propre existence, donc que son existence est la sienne. Or, la seule chose qui peut être mien, la seule chose qui a du sens à parler d'un moi, c'est la mort. C'est le fait, et c'est pour ça qu'Heidegger décrit le Dasein comme être pour la mort, Sein zur Tod. Donc, alors encore une fois, ce n'est pas la question de la mort concrète, ce n'est pas la mort historique, et ce n'est même pas, entre guillemets, le fait que je peux mourir, que je vais mourir un jour. C'est le fait que la possibilité de la mort me surplombe à chaque instant. Il faut le comprendre plus profondément d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose peut m'arriver et je pourrais mourir, c'est exister, c'est s'abandonner au temps. Rien ne m'assure dans l'être. Il n'y a absolument rien qui me garantit il n'y a absolument rien qui me fonde dans l'être. Et donc, à chaque instant, exister, c'est se remettre à la contingence, ce qui fait que le temps en tant que tel, la mort est constitutive du temps. Chaque moment est constitutivement possibilité de la mort. Pas même possibilité de la mort en tant qu'un accident extérieur pourrait m'arriver, mais absolument rien ne m'assure qu'il y aura un instant suivant l'instant actuel. Alors, le temps ne se soutient pas, le temps n'est pas une ligne linéaire, le temps est fondamentalement creusé et structuré par le néant. La temporalité, c'est fondamentalement ça. Et c'est pour ça que pour Heidegger, la mort habite structurellement le Dasein, parce que sa temporalité, c'est structurellement une temporalité où chaque instant se détache sur fond de son possible n'être pas. Je pourrais ne pas continuer, je peux pas continuer à exister. Et c'est pas simplement, encore une fois, c'est pas simplement quelque chose peut m'arriver, c'est le temps et surgissement gratuit, qui pourrait aussi ne pas advenir. Et donc c'est ça, exister pour Heidegger, c'est s'abandonner au temps, et s'abandonner au possible et l'assumer à chaque fois mien. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas de moi prédonné, mais que j'ai à assumer à chaque fois ce qui m'arrive, et chaque instant est une nouvelle manière de retrouver quelque chose qui est contingentement moi, mais que j'ai à être, que je ne suis jamais, mais j'ai à assumer que c'est moi, j'ai à, entre guillemets, à l'habiter. Et ça peut vouloir dire énormément de choses, et c'est là où commencent d'ailleurs tous les problèmes, parce que assumer que j'ai à être, assumer que c'est à chaque fois moins mien, Heidegger le voit d'une manière très héroïque.
beaucoup d'exemples qu'il donne, même dans ses descriptions, ce sont des expériences qui viennent de l'expérience de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a toujours un prisme très héroïque dans cette manière de comprendre chez Heidegger l'Assomption à chaque fois moins bien. On se dit, ces prismes-là ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension de ce concept. Et ces prismes-là, évidemment, font aussi partie de ce qui conduit un peu Heidegger, à ce qui rend Heidegger poreux, on va dire, sinon au nazisme, du moins à une certaine forme un peu virile d'exister. Alors, je vais terminer simplement par deux ouvertures. Donc là, je vous ai présenté un peu les œuvres, pas forcément principales, mais les œuvres un peu les canoniques des deux phénoménologues principaux. Vous en avez un certain nombre d'autres. Pour moi, le plus intéressant des phénoménologues et celui dont l'œuvre survit encore le plus, c'est Merleau-Ponty, qui était le collègue de Sartre à l'École normale, qui a été professeur au Collège de France, qui s'est intéressé, lui, vraiment beaucoup au débat avec les différents types de sciences contemporaines, et non pas seulement les sciences formelles comme Husserl, mais vraiment la neurophysiologie, la psychologie. Il a écrit ses deux premiers textes, La structure du comportement et La phénoménologie de la perception, sont des textes qui sont encore maintenant très actuels, pas forcément pour le détail des thèses métaphysiques, mais pour toutes les analyses et tout ce qu'il pointe. C'est un philosophe qui a aussi produit une philosophie de l'art, une pensée politique, beaucoup en dialogue et celle de Sartre, qui a aussi intégré à la phénoménologie les apports d'autres disciplines. Enfin, il a vraiment tenu compte de ce qui se passait en sociologie, en anthropologie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de mettre fin à l'autotélisme de la philosophie sans abdiquer son ambition. Puis, je vais dire une chose horrible, mais il a eu la chance de mourir jeune, ce qui fait qu'il n'y a pas, comme chez Husserl ou Heidegger, une œuvre tardive. L'œuvre tardive de Husserl comme l'œuvre tardive de Heidegger sont deux œuvres à la fois fascinantes et extrêmement obscures. Les philosophes qui vivent longtemps et qui écrivent beaucoup essaient toujours d'approfondir, et plus on creuse, plus on essaie d'aller vers le fond, plus en même temps on se perd. Donc, Merleau-Ponty, j'ai envie de dire, a été arrêté à mi-chemin, à un moment donné où on aperçoit l'absolu sans encore s'y être aveuglé. Deux dernières remarques encore. Alors, parmi les différents chemins de la phénoménologie, vous avez eu le chemin de la phénoménologie française. Alors, ce n'est pas une critique quand j'écris herméneutique du vague et course à la profondeur, mais c'est un peu une tragédie de la phénoménologie. Ce que je disais, c'est que tout ce que la phénoménologie produit, toutes les descriptions que la phénoménologie produit, qui sont utilisables, qui peuvent vraiment être récupérées, qui peuvent vraiment devenir une science comme Husserl le voulait, tout ça, de fait, ça a été récupéré par les autres sciences. Donc, à chaque fois que la phénoménologie a repéré quelque chose, non pas seulement d'intéressant, mais quelque chose de pratiquement utile, elle en a immédiatement été dépossédée. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du XXe siècle, évidemment, les phénoménologues, et surtout universitaires, se sont repliés vers ce qui était le moins possible d'être approprié, c'est-à-dire la volonté d'aller vers la profondeur, c'est-à-dire soit la profondeur de l'expérience subjective, comprendre vraiment de plus en plus profondément ce que ça veut dire être soi-même, de quelle manière on est donné à nous-mêmes, etc. Donc, et là, vous avez Michel Henry, par exemple, vers la compréhension de la texture de l'expérience temporelle, là encore de plus en plus profondément, en essayant de comprendre quelle est la forme ultime du temps, ou même du non-temps, parce qu'au bout d'un moment, en mode de réduction absolue, la temporalité elle-même, elle ne se donne plus, vers les processus cachés d'expérience en train de se faire. Donc il y a eu un peu cette fatalité où la phénoménologie a eu tendance à aller vers ce qui est le moins descriptif, donc qui est le moins concret, parce qu'à chaque fois qu'elle repérait quelque chose de concret, ce quelque chose était dérobé. Alors, cette phénoménologie française, encore une fois, quand je dis vers le moins concret, on ne dirait pas ça, on dirait c'est ce qui est caché dans le concret. Mais c'est une phénoménologie qui a un peu une tendance à être une alchimie. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des œuvres tardives, c'est-à-dire c'est quand on essaie vraiment de creuser pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Au moment où on sait que le langage ne peut plus capturer ce qu'on veut dire, mais qu'on essaie par des manipulations du langage, par des ruses, par toutes sortes de jeux
de faire quand même un pas vers quelque chose de faire vraiment de la philosophie comme poésie, enfin de le faire de manière assumée. Et je vais terminer par un autre type de postérité, qui est celle où la phénoménologie se couple avec d'autres disciplines. Donc, et vous avez des approches phénoménologiques de questions épistémologiques. Vous avez par exemple un travail entre la phénoménologie et les sciences cognitives avec ce qu'on appelle les approches inactives, c'est-à-dire qu'on part de la cognition à partir du corps vivant et à partir de méthodes phénoménologiques, mais sans s'interdire de faire des expériences en laboratoire, avec un auteur comme Francisco Varela. Et un des exemples les plus intéressants, c'est quelqu'un qui arrive à concilier phénoménologie des profondeurs, épistémologie et dialogue avec les sciences concrètes, c'est Michel Wittbol, qui est un Michel Wittbol qui n'est pas du tout quelqu'un au départ qui était philosophe. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu faire de la phénoménologie. Donc, contrairement à la plupart des auteurs de la fin du XXe siècle qui ont fait de la phénoménologie en lisant les phénoménologues derrière eux, donc en faisant de l'histoire de la philosophie, en reprenant leurs concepts, Michel Wittbol, c'est au départ un neurologue qui était aussi physicien, qui s'est intéressé à des questions de fondement conceptuel de la mécanique quantique et de fondement conceptuel des sciences cognitives. Et au départ, avec d'autres outils philosophiques d'ailleurs que la phénoménologie. Il a commencé vraiment plutôt avec une approche de philosophie analytique. C'était un Wittgensteinien. Et petit à petit, en essayant de comprendre au plus en plus près de la pratique scientifique comment les objets scientifiques étaient décrits, comment les théories étaient mises en place, il est revenu à une approche phénoménologique. Mais ce n'est pas une phénoménologie qui s'est inscrite dans la tradition, c'est une phénoménologie qui a été retrouvée à partir d'une épistémologie. Michel Wittbol, c'est un peu celui qui a refait ce qu'avait fait Husserl, c'est-à-dire qui est reparti de débats, de problèmes épistémologiques maintenant. D'ailleurs, Husserl était parti des questions de fondement des mathématiques et des questions de psychologie. Wittbol est parti des questions de fondement de la mécanique quantique et de psychologie cognitive toujours. Et en essayant de résoudre, en essayant de comprendre derrière d'où venaient ces paradoxes, il est arrivé à une approche qui est une approche phénoménologique. Donc je trouve que ce sont des livres qui sont difficiles à lire et qui sont vraiment intéressants parce que ça prouve qu'on peut faire quelque chose qui ressemble à la phénoménologie sans faire de l'histoire de la philosophie et sans se perdre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très bien. Est-ce que tu as 5 minutes pour des questions? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait une question qui n'était pas évidente, qui me l'a envoyée, mais peut-être qu'il peut la poser directement. C'est J. Est-ce que vous pouvez activer votre micro pour poser votre question? Non. Voilà, là, vous devez m'entendre. Là, Oui, on vous entend. Ouais. Ma question, c'était, est-ce que la nausée de Sartre, on peut la comparer à l'ennui d'Heidegger? Et est-ce que l'absurde de Camus, on peut le comparer à l'angoisse d'Heidegger? Il y a une tonalité, alors déjà il y a une tonalité partagée, mais c'est vraiment une tonalité d'époque. Ensuite, je disais, la nausée de Sartre, ce que je disais tout à l'heure, tout à fait. Je disais qu'il y a vraiment la manière dont Sartre décrit l'ennui, dont Heidegger décrit l'ennui, et dont Heidegger décrit, c'est-à-dire l'ennui, c'est vraiment comme une espèce de décrochement du monde, et l'angoisse, c'est comme le monde devient étranger et devient inquiétant. C'est exactement ce que fait Sartre dans La nausée avec la racine de marronnier. Sartre rajoute une chose qui est très intéressante. Alors qu'Heidegger, il a toujours finalement cette approche presque un peu religieuse et édifiante. Sartre, il s'intéresse à la manière dont les choses deviennent inquiétantes. Il s'intéresse aux qualités. Il s'intéresse, il fait vraiment dans la nausée. Il y a une chose en plus par rapport à l'ennui ou à l'angoisse. Il y a je ne sais pas si je pourrais appeler ça la peinture, mais il y a vraiment la question de la forme. C'est-à-dire, c'est pas le monde n'est pas seulement tombé des mains. Le monde n'est pas seulement ramené à sa nullité. Il n'est pas seulement en train de paraître. Il a une texture. Il y a vraiment, Sartre rajoute vraiment toujours ça. Le monde, c'est en même temps quelque chose qui me prend physiquement, qui a une texture, qui a une épaisseur, qui a une corporalité, souvent un peu dégoûtante. Chez Sartre, la catégorie fondamentale, c'est toujours le visqueux, c'est-à-dire je suis pris dedans. C'est pas. Alors là, c'est vraiment une question de tonalité descriptive, mais quand vous regardez la manière dont Heidegger va décrire l'expérience de l'angoisse, on est vraiment dans le
le pur surgissement minéral du monde qui m'apparaît dans sa virginité. Alors, effrayante, mais il y a toujours quelque chose de beau. D'ailleurs, littérairement, il va plutôt se référer soit à des auteurs romantiques, soit à Knut Hamsun. Enfin, chez Sartre, on est dans la même tonalité, mais ça ne va pas être virginal, beau, on va pas être dans, c'est pas l'expérience de quelqu'un en train de regarder la marée de nuages au sommet d'une montagne. On est dans quelque chose qui est dégoûtant aussi. C'est pas parce que la contingence, ça m'englume, c'est tout autour de moi. On est toujours un peu dans le film d'horreur chez Sartre. Mais voilà, tout à fait. Et donc, je dirais, c'est des tonalités. Pareil, l'absurde chez Camus, c'est encore une autre tonalité. Des tonalités qui ont quelque chose vraiment en commun, de très très proche, qui est la tonalité d'époque. Heidegger a vraiment été celui qui a été le premier à les creuser, à les expliciter, vraiment à leur donner une valence ontologique. Ensuite, elles ont été déclinées. Ensuite, ça dépend du talent littéraire des uns et des autres aussi. Ok, merci beaucoup. Je dirais juste qu'à mon avis, la nausée chez Sartre, c'est une combinaison à la fois d'aspect de l'ennui et de l'angoisse. Parce que de temps en temps, il y a des passages où il parle vraiment de l'angoisse sur le fait de penser que je suis de la nausée sur le fait de penser que je suis contingent, et ça c'est plus l'angoisse, si j'ai bien compris. Et d'autres qui sont plus vraiment le fait que les objets ont l'air d'être s'imposent un peu à moi sur un certain mode qui tend plus vers l'ennui, si j'ai pas complètement tort. Oui, tout à fait. Et qui rajoute le dégoût derrière. Enfin, il y a vraiment ça chez lui. Il y a oui. Camus, il semble au contraire montrer plus l'émerveillement face à ça. Oui, oui. Mais les premiers textes de Camus, d'ailleurs, les Noces, ils sont vraiment des textes où on est vraiment dans la jubilation devant la contemplation du monde. Voilà. D'autres personnes ont des questions? Non, c'est bon. Bah, merci beaucoup à toi alors. Merci. Ça a été enregistré. Merci beaucoup. Ah oui, attends, zut. Oui, j'ai laissé l'enregistrement, mais parce que c'est le réglage par défaut. T'inquiète pas, je vais pas afficher je vais pas diffuser ça partout. Tu peux me l'envoyer. Hein, d'accord, si tu veux, je peux essayer de récupérer le truc et puis je te l'envoie. Il sera présent sur Moodle aussi? Bah, je sais pas, ça dépend si Florian est d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, bah, alors dans ce cas-là, oui, je vais essayer de récupérer l'enregistrement. J'ai jamais fait ça, mais je vais essayer de récupérer l'enregistrement et de le mettre sur le site du cours. Et je te l'enverrai aussi. En tout cas, merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les faire parvenir. D'accord. Bah, si tu veux, j'ajoute ton adresse dans le fichier du cours. Comme ça, ils peuvent t'écrire. Ça ne te dérange pas. Ok. Bah, merci énormément. Ah, il y a quelqu'un qui a encore une question. Désolé, je ne trouvais plus comment activer mon micro. Je me demandais juste, par rapport à la poésie, je sais qu'Heidegger a pas mal, aussi écrit sur la poésie, je pense notamment à Hölderlin. Est-ce que ça, c'est une approche qui est essentiellement de Heidegger, ou est-ce que dans la phénoménologie en général, on s'intéresse aussi un peu à tout ça? Ce que je disais, c'est que ce soit Heidegger ou une partie de la phénoménologie française, à partir du moment où on essaie de capter quelque chose qui ne se laisse plus prendre dans une langue conceptuelle habituelle. Il y a cette espèce de nécessité à développer un autre langage. Ensuite, il y a Heidegger, lui, va plutôt essayer de chercher dans la poésie quelque chose de phénoménologique qui est déposé. D'autres phénoménologues vont essayer d'écrire eux-mêmes à la manière de la poésie. Mais oui, c'est presque une fatalité parce que finalement, à partir du moment où on s'approche d'un certain nombre de thèmes qui sont un peu ultimes, les phénoménologues vont assumer, mais directement, ce que reprochait Carnap à Heidegger, c'est-à-dire ce qu'on veut dire, on ne peut plus le dire dans un langage articulé apophantique, donc il faut l'exprimer autrement. Et l'exprimer d'une manière, et à partir de là, évidemment, la poésie s'impose. Mais ensuite, il y a toutes sortes de voix. Il y a de voix plus ou moins directes, plus ou moins. Et puis vous avez toute une tradition poétique elle-même inspirée, qui est très très philosophiquement ancrée. Hein. Une œuvre comme celle d'Yves Bonnefoy, par exemple, illustre de l'Université de Genève, elle est totalement elle-même poétiquement là-dedans. C'est comment la langue peut permettre de faire retour aux choses mêmes
en se défaisant de toutes les scories qui fondaient les langues d'usage. Comment la langue peut se retrouver à exprimer l'indépendance ontologique des choses. Enfin, d'accord, très bien. D'accord, merci. Merci. Est-ce que je peux poser une toute dernière question, une petite? Mhm. Ouais. C'était savoir quelles implications avait eu cette discipline en sociologie, par exemple. Mais énorme, en fait. Parce que, d'une part, Husserl influence énormément le début de une partie de la sociologie américaine par Berger, Luckmann, toute la sociologie pragmatique, toute la sociologie qui s'intéresse aux actes pratiques, aux modes d'inscription pratique dans le monde. Elle emprunte énormément Husserl et Heidegger. Et en France, déjà, une bonne partie des refondateurs de la sociologie en France sont des philosophes formés à l'école normale, et en particulier, Bourdieu a quand même commencé une thèse dont l'objet était les structures affectives de la temporalité chez Husserl. Merleau-Ponty était très très intéressé et influencé par Merleau-Ponty, et très intéressé par l'approche husserlienne, mais derrière, simplement, il a dit, mais le problème de la phénoménologie, c'est qu'elle rajoute le social à la fin, alors qu'il faudrait partir du social. Mais l'influence est extrêmement importante. D'accord. Merci. Moi, j'avais une question. Je me demandais la place de la morale dans cette discipline, du coup. S'ils sont un peu en confrontation du fait qu'ils cherchent à... Enfin, typiquement dans la dernière slide que vous avez mis avec la personne qui cherche des applications au laboratoire, est-ce qu'ils sont plutôt en confrontation avec la morale dans le but d'approfondir cette question de la conscience, ou est-ce qu'au contraire, il y a un peu plus un aspect moins appliqué? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, mais disons, ils ne disent pas du tout la même chose. Husserl, par exemple, il a une conception assez intellectuelle de la morale. Heidegger, lui, le problème du rapport de Heidegger à la conscience morale est complexe, parce qu'à la fois, une certaine forme de conscience morale est fondatrice dans le rapport qu'on a à soi-même, mais simplement chez Heidegger, c'est ce qu'il va appeler l'être en dette, donc ce n'est pas une morale qui implique autre chose que le fait de répondre de soi-même, ce qui veut dire que ça ne nous oblige à rien d'autre qu'à assumer finalement. Donc c'est une morale, encore une fois, héroïque, qui est proche de celle des existentialistes, hein, et qui n'est pas du tout une morale injonctive, basée sur des principes d'autres phénoménologues, comme Lévinas, justement. Lévinas lui va dire, c'est la grande carence, c'est que la phénoménologie, elle considère la morale comme un phénomène comme un autre, alors qu'au contraire, il faudrait partir de la morale. Pour Lévinas, la phénoménologie doit être reprise complètement en prenant en compte l'expérience du rapport à autrui comme premier, en disant c'est pas quelque chose qui vient se surajouter, c'est la condition originelle. En tant qu'être humain, je suis d'abord et avant tout rapport à autrui et engagé envers lui. Donc je suis, avant toute chose, on peut me définir que comme être pris dans une relation qui est tout de suite éthique, et toute la phénoménologie, elle doit être déployée comme ça, donc déployée comme une explicitation de cet impératif éthique de la relation à autrui. Mais vous voyez, vous avez vraiment des cas très différents. Celui que j'ai cité à la fin, Michel Wittbol, il ne cherche pas des applications laboratoires, mais il cherche à expliciter, à partir de la phénoménologie, des problèmes conceptuels qui se posent en laboratoire. Michel Wittbol, c'est un bouddhiste. Il a aussi une morale derrière, mais elle est assez différente. Enfin, il y a une grande diversité. Mais disons, le grand conflit, c'est entre Heidegger, le rapport à soi-même sous le mode de l'être en dette. Simplement, j'assume que je suis engagé dans ce que je fais, quoi que je fasse, ce qu'il n'a absolument pas fait d'ailleurs lui-même. Il a dit oui, en 1948, il a dit oui, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Bon, voilà. C'était comme ça qu'il a. Je ne l'ai pas fait exprès, et d'ailleurs, ce n'est pas si grave. Et Lévinas qui dit la phénoménologie n'a de sens que si elle se décrit à partir de la morale, parce que la morale est le phénomène premier. Et la concrétude même de l'existence humaine, elle est définie par le rapport intersubjectif avant tout, donc par l'obligation morale, qui n'est pas donc quelque chose à fonder, mais quelque chose qui est là avant tout le reste.
qui est un originel. Ok, merci. Bon. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Alors, remercions Florian. Juste, pardon. Ah, il y a encore quelqu'un. Totalement pratique. Il me semble que le PowerPoint que j'ai trouvé sur Moodle, on l'a pas en complet. Je sais pas si c'est manque les alors, ouais, j'ai envoyé une version d'avant. Je me suis trompé en sélectionnant. Je mettrai la bonne version après. Alors parfait, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui est en train de me montrer une bière, là. Je suis en train de lui dire oui, mais pas à l'écran. En fait. D'accord. Ouais, tu as bien mérité une bière. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vais devoir me déconnecter, là. Bon, bah alors, À une merci prochaine. encore. Et puis, c'était vraiment bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.